sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes le lundi 7 août et ce matin, dans Rendez-vous Matin, nous recevons Bernard Thomasson, journaliste et écrivain français, qui nous présente son dernier livre, Les fantômes du troisième étage, dont l'intrigue se déroule justement à Miami et qui invite à une réflexion sur l'amitié. On va en reparler avec Bernard Thomasson, qui développera également sur son parcours, mais également sur ses passions comme le marathon ou encore les voyages. Restez avec nous, on revient juste après ça. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes de retour ce matin pour parler du dernier livre de Bernard Thomasson. Bonjour Bernard. Bonjour Grégory. Alors du coup, vous êtes journaliste et écrivain français. Vous travaillez sur France Info. Les auditeurs ont l'habitude de vous entendre dans la tranche du week-end. Depuis 3 ans maintenant, oui. En après-midi. Je suis passé par beaucoup de tranches. J'ai fait le matin, 10 ans le 17h-20h de semaine. J'ai fait pendant 5 ans le 12-14 et là je suis au week-end un peu. Voilà. Donc on parlera de votre parcours dans une seconde partie. On va s'intéresser à la publication de votre dernier livre qui s'intitule Les fantômes du troisième étage, un roman dont l'intrigue se déroule ici à Miami. Oui, et je ne suis pas sans émotion face à vous et face au paysage. Alors, le spectateur ne le voit pas, mais j'ai en ligne de mire le stade des Dolphins juste derrière. Dont je parle dans ce roman. J'ai voulu situer ce roman à Miami parce que j'y viens depuis 20 ans. C'est une ville pour laquelle j'ai beaucoup de passion, beaucoup d'amour. Tout le monde évoque en France l'image qu'on a de Miami en France, c'est l'image bling-bling forcément. Les jolis pépés en maillot de bain, les belles bagnoles, le côté sulfureux, la musique, les fiestas, les boîtes de nuit, etc. Et moi qui vis à Miami depuis 20 ans, je sais qu'il y a aussi d'autres Miami. C'est l'envers du décor un petit peu. Voilà, d'autres quartiers qui ont une vraie âme. Il y a une histoire de Miami. C'est pas une ville qui est née il y a 20 ans avec la musique, avec la fête. C'est une ville qui est née à la fin du 19e dans des circonstances tout à fait particulières. Et j'ai voulu raconter ça aussi, faire partager cette découverte que j'ai eue de Miami aux lecteurs francophones. Alors justement l'histoire, en fait, c'est un journaliste de télévision
Oui, c'est un livre sur l'amitié. C'est pas un livre sur Miami. Miami n'est que le décor. Le thème principal, c'est vraiment l'amitié. C'est l'amitié. Je voulais parler de cette thématique de l'amitié pour des raisons qu'on évoquera sans doute. Mais c'est donc un journaliste de télévision très connu, comme vous. Oui, qui a un carnet d'adresses énorme, comme moi. Voilà, comme vous. Non, mais je pense à PPDA ou des gens comme ça en France, ou à Dan Rather ici, qui était le lincor vraiment célèbre et qui connaît tout le monde, qui connaît alors tout Miami, qui connaît toutes les stars, etc. Et il perd sa femme d'un cancer. On le sait dès le début, donc il n'y a pas de surprise. Mais l'histoire, c'est de montrer qu'au bout de quelques mois, il se rend compte que toute sa vie sociale, personnelle, intime, n'était construite qu'autour de sa femme et des amis de sa femme. Et qu'en fait, il se retrouve seul. Voilà, lui n'a jamais su construire d'amitié propre, de relations où on échange vraiment dans l'intensité, dans la confiance, dans le partage, dans la générosité. Il n'a jamais su construire ça lui-même et il s'interroge et il se dit… Pourtant, moi, je suis un type quand même, je côtoie tout le monde, j'interviewe des gens, il est connu. Médiatisé, et je n'arrive pas à avoir de relation. Alors, je ne suis pas normal, j'ai une maladie, j'ai un truc, je suis fou. Et il s'interroge autour de ça. Et cette quête, cette interrogation l'amène à se révéler lui-même et à plonger dans son enfance, dans son adolescence. Et le roman est construit comme un thriller. C'est un roman psychologique, pratiquement. C'est un roman psychologique on dénoue des fils au fur et à mesure des chapitres. Et on se rend compte que dans son histoire, il y a un parcours qui fait qu'il n'a pas pu construire d'amitié forte. Alors, on ne va pas révéler la fin. Non, l'idée, c'est d'accompagner ce bonhomme dans cette quête-là. Et pour arriver à ça, j'ai inventé un huis clos. J'avais aussi très envie d'écrire un huis clos. Depuis le temps que j'écris quelques romans, je voulais travailler sur cette thématique-là. Ce qui n'est pas facile parce que mon éditeur m'a dit « Méfie-toi, si tu écris un huis clos, tu n'en sortiras pas et ça va être chiant. » Pardonnez-moi, mais ça va être très, très ennuyeux. Donc, j'ai quand même réussi à sortir de ce huis clos par des flashbacks. Donc, des flashbacks. On revient en arrière sur la vie de Jack, donc ce journaliste. La vie d'Anna, son épouse décédée, la vie de Mel, qui est une jeune agent immobilière. On n'en a pas parlé, c'est une rencontre intéressante dans le livre, parce que finalement, il se décide à acheter une maison. Et la visite pour cette maison, qui dure généralement avec un agent immobilier, c'est assez court, une demi-heure, 3/4 d'heure. Et là, ça dure toute la journée. Ça dure toute la journée, parce qu'en fait, il veut acheter une maison très précise, très particulière, dans laquelle il a vécu des heures heureuses avec Anna, sa femme. Et donc, il se dit, au moins, là, je retrouverai une ambiance, quelque chose. Et donc, il va visiter cette maison. Et Mel, la jeune agent immobilière qui le reçoit, évidemment, le connaît parce que c'est une star. Et il se noue entre eux un lien particulier, une alchimie. Alors, on se demande si c'est une histoire d'amour. On est d'amitié, d'amour. Elle a quand même, lui, il a 50, il a 20, 22. Donc, non. Alors, et au fur et à mesure des chapitres, donc chacun se dévoile, se parle. Et effectivement, ça dure, au lieu de durer simplement 1 heure ou 2 heures, ça dure toute la journée parce qu'ils sont en confiance l'un avec l'autre. Ils se parlent, ils se racontent leur vie, ils se dévoilent. Et à la fin, il y a plein d'écheveaux qui se dénouent, et notamment le titre. Je voudrais juste évoquer le titre parce que Les fantômes du 3e étage. Non mais c'est prévu, j'allais vous en parler justement, j'allais vous dire, mais le titre, Les fantômes du 3e étage, ça vient d'où? Alors ça vient de cette ville-là, donc la maison qu'il est en train de visiter pour acheter. Quand il y passait des jours et des week-ends avec Anna et les amis d'Anna et ses amis à lui aussi, il faut dire, enfin leurs proches, le 3e étage était condamné par le propriétaire qui leur disait « je vous prête la maison, vous faites ce que vous voulez, la fiesta, mais n'allez pas au 3e étage ». Et quand il visite la maison avec Mel pour l'acheter, il ouvre le 3e étage forcément, et là il découvre des choses très fortes et très émouvantes concernant l'ancien propriétaire. Donc on ne va pas les révéler forcément. Voilà, l'ancien propriétaire, et ce 3e étage renferme des secrets concernant la maison, concernant l'ancien propriétaire, et ce sont aussi les secrets qu'on a chacun d'entre nous, puisque c'est le 3e étage où Jack pourrait mettre les amis qu'il n'a jamais eus en quelque sorte. Donc psychologiquement parlant, c'est un endroit un peu intime et secret également. Donc c'est 3e étage, il y a plusieurs lectures autour de ces 3e étages. Quand on lit votre livre justement, qu'est-ce qu'on ressent? On ressent d'abord le plaisir d'être à Miami, je crois, parce que dans le livre, je parle beaucoup de Miami, c'est un décor permanent. On ressent aussi cet isolement de Jack, c'est-à-dire ce retrait qu'il a par rapport aux autres, par rapport à la vie. Et on s'interroge, et il y a une part de résilience, puisque au fur et à mesure qu'on avance dans le bouquin, Jack, à nouveau, s'ouvre aux autres, essaie de comprendre pourquoi il n'a jamais su construire d'amitié, essaye de rencontrer d'autres personnes, d'aller vers des gens, de recréer ses amitiés petit à petit. Et on a une empathie très forte pour lui, et voilà, et à la fin, il se passe des choses. Il y a un final très... À lire, à découvrir. Est-ce qu'on peut parler d'une histoire personnelle également?
Alors, c'est pas mon histoire vraiment dans le détail, parce que mais l'acteur principal, enfin le personnage principal est quand même journaliste. Bien sûr, oui, il y a des journaliste. rapprochements. Forcément, quand on est écrivain, on puise toujours dans son intimité, on puise toujours dans sa vie personnelle, même si les écrivains vous disent ça n'est pas moi, ça n'est pas moi, il y a forcément de soi parce que ça passe par son propre filtre. Quand j'ai écrit mon premier bouquin, je me disais que ça va intéresser qui? J'ai un copain qui m'a dit « tout a déjà été écrit sur tout, sauf par toi ». C'est-à-dire que ça passe par ton émotion, par ton regard, ta culture, ton éducation. Et donc, forcément, quand on écrit, on met toujours un peu de soi. Et sur la question de l'amitié, c'est vrai que j'ai des amis, j'ai des très bons amis, mais je n'ai pas de meilleur ami dans la vie. C'est-à-dire que je n'ai pas le type que j'appelle quand j'ai le coup de blues, quand ça va mal, pour lui dire « tiens, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que je fais ?» Voilà, je n'appelle personne dans ces cas-là, je me débrouille tout seul. Alors bon, je suis aussi marié, j'ai une femme à qui je parle beaucoup, qui est aussi sans doute ma meilleure amie. Voilà. Mais je n'ai pas cette relation d'amitié avec un ou deux meilleurs amis. Voilà. Donc je me suis aussi interrogé sur ces questions-là. C'est un problème de société? C'est vraiment un thème sur lequel Oui, ça peut être dans une société aujourd'hui où on surfe beaucoup, où on est sur l'écume des choses, où tout va très vite, tout s'accélère. D'ailleurs, j'en parle aussi dans le bouquin avec les médias, où on fait de l'actualité, et puis alors, je peux le dire parce que je suis sur France Info, de l'actualité immédiate, renouvelée en permanence. On ne prend pas assez le temps de se poser finalement sur les choses et de les développer? D'une part, et d'aller en profondeur. Et je trouve que l'amitié, c'est peut-être le lien qui est cette référence verticale, alors que nous, on est sur une écume des choses très horizontale. L'amitié, c'est le rapport à l'autre, vraiment très en profondeur, dans l'intimité, et aller vraiment avec son cœur. Ouais. Alors vous le disiez, vous êtes journaliste finalement, enfin non, c'est votre métier, vous êtes journaliste et écrivain. Un petit peu journaliste le jour et écrivain la nuit, ça se passe comment pour arriver à concilier les deux? On peut dire ça comme ça, moi j'écris le matin beaucoup, je me lève à 4h, 5h et j'écris pendant 4-5 heures jusqu'aux premières heures de la matinée. Oui, alors l'écriture m'est venue, alors je lis beaucoup depuis que je suis enfant, même si je n'ai pas fait d'études littéraires et ça me manque un peu, mais j'aime lire les romans. Et j'ai décidé d'écrire il y a quelques années pour sortir un peu du cadre restreint de France Info, qui était une écriture très... On écrit tout à France Info. Hein. Vraiment tout est écrit, les brèves, etc. Mais c'est une écriture très serrée, très, très particulière. Et j'avais envie de... J'avais écrit quelques nouvelles quand j'étais jeune adolescent, j'avais écrit un peu de poésie. J'avais envie de retrouver le plaisir de l'écriture, de travailler les mots. Et donc quand je me suis mis à l'écriture, ça m'a permis de sortir de cette écriture radio et surtout de retrouver mes émotions. Donc il y a une vraie différence entre l'écriture radio et l'écriture d'un roman, forcément. Oui, d'une part dans l'écriture, sur la forme, et sur le fond. En radio, si vous voulez, quand on raconte la misère du monde et les morts sans arrêt, etc., il faut prendre une grande distance par rapport à tout ça. Et je m'étais un peu éloigné de moi-même, de mes émotions, des sentiments, de mes des sentiments, ressentis. voilà. Et donc l'écriture m'a permis de donc revenir. C'est un retour finalement sur vos sentiments. Retour sur moi, une forme de résilience là aussi peut-être. Donc on va continuer à parler de votre parcours et de vos passions. Vous restez avec nous, on revient juste après la publicité. A tout de suite. Le lycée franco-américain de Cooper City organise ses camps d'été à partir du 12 juin jusqu'au 4 août. Vos enfants âgés de 4 à 12 ans pourront ainsi bénéficier de nombreux ateliers, de la création théâtrale, de la danse, du jardinage, des cours de cuisine, de la gymnastique, de la pêche ou encore des activités aquatiques. Ces camps d'été offrent également des cours intensifs en français, espagnol et anglais, permettant à vos enfants d'acquérir ou de perfectionner ces langues tout en s'amusant. Pour plus d'informations et pour toute souscription, contactez le lycée franco-américain de Cooper City par téléphone au 954 237 0356 ou sur internet www.lycéefrancoam.org. De nombreux Canadiens passent l'hiver dans le Sunshine State. Le mouvement des Caisses Desjardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride. Depuis 1992, Desjardins Bank fait partie de la communauté canadienne en Floride. Notre mission première est de fournir une offre de services renouvelée, adaptée aux besoins évolutifs de ses Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant.
vous pouvez compter sur nos succursales de Hallandale Beach, Pompano Beach, Lauderhill et maintenant Boynton Beach. Partout en Floride, vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto chez Publix. Desjardins Bank offre aussi les services bancaires mobiles et les dépôts de chèques via votre téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, propriétaires d'entreprise ou particuliers, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin. Nous sommes toujours en compagnie de Bernard Thomasson pour parler de votre livre Les fantômes du troisième étage, dont l'intrigue se déroule à Miami. C'est vraiment une ville que vous affectionnez, oui, j'y viens depuis une vingtaine d'années et c'est un grand plaisir parce que d'abord je coupe avec la France. Je suis dans un milieu américain. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de Français à Miami, et tant mieux parce qu'ils nous regardent. Ouais. Mais moi, je regarde la télé américaine, je coupe un peu. C'est vraiment mon break. Et ça me permet d'écrire aussi. Je suis au bord d'une piscine, tranquille, j'écris. Vraiment, c'est un endroit où je coupe. Et surtout, quand j'ai écrit ce bouquin, j'ai appris plein de choses sur Miami. L'histoire de Miami, je vous le disais tout à l'heure, elle a démarré à la fin du 19e siècle, notamment avec une femme qui s'appelle Julia Tuttle. Il y a un pont qui a le nom de... Peut-être les gens de Miami ne savent pas qui c'est. Elle est surnommée la mère de Miami. En fait, c'est elle qui a incité Flagler, le propriétaire des trains à l'époque, à faire venir le train jusqu'à Miami parce que lui, il avait envie d'arrêter sa Riviera américaine à Palm Beach, à West Palm Beach. Et elle lui a dit « Mais non, il faut venir à Miami ». Il a dit « Mais non, c'est que de la mangrove, il y a des moustiques, il n'y a rien à faire ». Sauf que l'année où ça s'est décidé, il y a eu un gel terrible, en 1894 je crois, 2 mois de gel terrible du côté de West Palm Beach. Toutes les productions sont mortes, sauf qu'ici, les oranges ont poussé. Et donc, Julia Tuttle est allée à Palm Beach avec son petit bouquet de fleurs, ses oranges. Regardez, chez nous, voilà. Ce qui se passe, et donc, du coup, il dit pas mal, il a prolongé le train pour aller jusque là-bas. Et tout ça, vous l'avez appris en bossant, en travaillant sur des recherches de Miami. Et j'ai appris d'autres choses, par exemple, très intéressantes. Il y a eu un mur à Miami avant le mur de Berlin. Je ne sais pas si vous le saviez. Non. Sur la 12e, West 12e avenue, celle qui est juste au bord de Liberty City, Liberty Park. Quand les Noirs de l'époque étaient à Overton, qui était Colorado, la ville noire, ils allaient chanter, Armstrong allait chanter à Miami Beach, il était obligé de revenir dormir à Overton. À un moment, ces Noirs étaient trop nombreux et le plan, dans les années 30, avec la dépression, il y a eu un plan de construction d'un quartier à Liberty, un peu plus huppé, si on peut dire, pour les Noirs, déjà les Afro-Américains un peu plus aisés, qui sont allés s'installer là. Du coup, les Blancs qui étaient là étaient très mécontents. Ils sont passés de l'autre côté du boulevard et ils ont érigé un mur entre Liberty City, enfin Liberty Park, et la partie où ils étaient eux. Et quand on va aujourd'hui, et allez-y, je vous y invite, carrément, il y a les fondements, on voit il y a le fondement du mur qui reste et la trace du mur. Il combien de temps, vous savez Non, ça je l'ignore. Il a été construit dans la fin des années 30. Et il a dû rester au moins quelques 5-10 ans. Enfin, voilà. Et du coup, là, il y a encore 5 ou 10 cm de mur. C'est assez, voilà, des histoires comme ça que personne ne connaît sur Miami. Ça peut être le thème d'un prochain roman. Pourquoi pas. Revenez à chaque fois sur Miami, pourquoi pas. L'histoire d'Overton, mais il y a beaucoup de choses à raconter, hein, le Lyric Theater, etc. Enfin, c'était le Broadway noir, c'est génial, quoi, des choses. Non, Miami est une ville qui a une âme, il s'est passé quelque chose avant les gens de la fiesta de South Beach. Alors vous parlez du mur de Miami, il y a eu forcément le mur de Berlin. Oui, qui a été mon premier roman, c'est pour ça que ça m'a aussi beaucoup touché. Chacun de mes romans, en quelque sorte, jusqu'à présent, parle de villes auxquelles je suis très attaché. Berlin, j'y suis allé à 15 ans, j'y ai passé tous mes étés de 15 à 20, 25 ans. J'y reviens tous les ans, pratiquement 2-3 fois par an. J'y ai beaucoup d'amis. Donc mon premier roman était consacré à Berlin et c'était aussi passionnant de raconter l'histoire de cette ville. Le deuxième se passe à Brive, c'est sur la résistance. Mon père était dans la résistance. Avec quelques souvenirs justement. Voilà, qui ont nourri, les souvenirs de mon père ont nourri ce roman. Le troisième, c'est le marathon. Vous parlez des films, mais vous parlez également oui, mais le marathon de Paris. De vos passions. Finalement, ça fait d'une pierre deux coups. Voilà, ça fait une pierre deux coups. Je parle de Paris et du marathon. On parle de votre passion, donc vous êtes un marathonien assidu, on va dire. Oui, je cours beaucoup. Vous en avez fait pratiquement une vingtaine. Voilà, j'ai couru 20 marathons dans le monde, j'ai fait 30 ans de basket avant, donc j'aime le sport, je suis un sportif. Et qu'est-ce qu'on y apprend dans ce roman, 42 km 195 ? On parcourt le marathon de Paris du premier au dernier kilomètre, c'est-à-dire que chaque chapitre, c'est 1 kilomètre.
Premier kilomètre, deuxième kilomètre. Et dans chaque chapitre, je raconte évidemment la manière dont le coureur vit son marathon, c'est-à-dire qu'on est dans la peau du coureur, on est dans ce qu'il pense, dans ce qu'il ressent physiquement, ses émotions, ce qui se passe dans sa tête. C'est incroyable, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà couru sur des longues distances, mais essayez, vous verrez, il se passe des choses. Vraiment, Et on découvre aussi Paris. Paris à vue de piéton. Parce que Paris, en général, on le visite toujours en voiture ou en bus. Et là, c'est une vision assez forte et particulière. Et puis, j'ai profité de ce bouquin pour raconter aussi 42 marathons dans le monde. C'est-à-dire que j'ai inventé un deuxième personnage qui a écrit un autre bouquin où il raconte 42 marathons dans le monde. Et mon héros qui court le marathon de Paris a lu ce livre. Et dans chaque chapitre, on fait un spot sur… Alors, il y a le marathon de Miami notamment, puis les grands marathons du monde, Chicago, Boston. Et on voit Courir m'a sauvé, c'est pour alors, parce que mon héros, personnage ou c'est pas moi, mais ça peut être tout le monde parce que courir peut sauver du stress, peut sauver quand on est un peu fort, ça peut aider à maigrir, ça peut aider aussi quand alors pour mon héros, il a une fragilité du cœur, je ne dévoile pas non plus l'histoire, mais courir l'aide médicalement parlant. Alors ce roman a été publié en 2015, il est réédité? Il va sortir en poche, oui je suis très content, il va sortir en poche le 6 septembre prochain, donc dans un mois tout juste. Donc à un prix beaucoup plus abordable parce qu'il a très très bien marché, il est sorti aussi en audio-livre. Il y a beaucoup de marathoniens ou de coureurs qui adorent mettre un casque sur les oreilles et courir en écoutant des livres, ce qui n'est pas mon cas, moi j'aime bien courir en écoutant ce qui se passe dans la nature. Et donc ça c'est une bonne technique également pour ceux qui aiment courir en écoutant un livre. Vous avez, donc ça c'est le sport, vous avez d'autres passions comme le voyage notamment. Oui, j'aime voyager, enfin qui n'aime pas voyager. C'est vrai que mon métier me le permet, m'a offert de voyager aussi professionnellement. J'ai couvert les Jeux Olympiques de Moscou, j'ai couvert les attentats de New York en 2001. Donc j'ai aussi beaucoup de souvenirs de ça. Une passion pour la météo Mais oui, une passion pour la météo parce que j'ai travaillé pendant 15 ans sur une chaîne qui s'appelle la chaîne Météo en France. Parce que c'est la première information du jour. Quand j'étais jeune journaliste, j'ai toujours été intéressé par le temps. Les gens, la première chose qu'ils veulent savoir le matin, c'est le temps qu'il va faire. Quel temps il va faire aujourd'hui. On s'habille comment on prévoit, les agriculteurs, est-ce qu'il faut faucher, ne pas faucher, etc. Enfin, il y a plein d'infos autour de la météo qui sont très importantes. Et donc, j'ai fait un guide de voyage, mais qui raconte mois par mois les destinations où il faut aller. En général, on vous dit, faites un guide de tel pays, on vous donne la météo. Moi, c'est l'inverse. Je dis en janvier, il faut aller à tel endroit, tel endroit, tel endroit. En février, tel endroit, tel endroit. Par exemple, Miami. Donc pour Miami, c'est ce que j'allais dire. Pour Miami, quand est-ce qu'il faut venir? Pas comme moi. Moi, je viens toujours au mois de juillet-août. Ouais. Oui, parce que c'est la saison des pluies, risque de cyclone jusqu'en novembre, etc. Miami, c'est plutôt fin décembre, avril. Il faut suivre les conseils du guide. Mais pas faire comme vous. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. C'est ça, ne pas venir en juillet. Vous avez également publié un livre sur la cuisine. Oui, parce que je suis ami avec Thierry Marx, qui est un chef formidable. 2 étoiles à Paris, mais surtout c'est un homme très humain, très ouvert, qui a créé une école qui s'appelle Cuisine Mode d'Emploi, où elle est payée par des mécènes et chaque trimestre, je crois que ça dure 3 mois, il prend 80 personnes cassées de la vie, sorties de prison, chômeurs longue durée, etc. Et il leur offre la formation pour devenir cuistot, serveur, boulanger, etc. Et 92% de taux d'embauche à la sortie. Donc ce type est formidable. Et avec lui, j'ai écrit un livre sur l'histoire des plats, parce qu'on a une émission à la radio qui raconte l'histoire des plats. Et donc on a raconté ça aussi en livre. Et il y en a un autre qui va sortir au mois d'octobre sur l'histoire des chefs. Donc ça, c'est un livre qui intéresserait sûrement Sylvie Delonclos, notre chef qui fait sa rubrique hebdomadaire les mercredis et qui aime bien également puiser un petit peu dans l'histoire des plats pour en parler. Je lui conseillerais donc l'histoire à la carte. Est-ce que vous avez d'autres projets en cours? D'autres projets, oui, je suis sur un recueil de nouvelles parce que j'aime beaucoup les nouvelles. J'ai été à la Villa Médicis pendant 1 mois au mois de février, c'est un bonheur mais vraiment absolu, c'est un privilège je dois dire. J'ai passé 1 mois dans ce lieu magique qu'est la Villa Médicis à Rome et j'ai pu travailler mais de manière incroyable. Puisqu'on est quand même très isolé, c'est un lieu qui est porté par l'art, par la culture et donc il y a l'inspiration qui vient de manière assez phénoménal, je dois dire. Et en 1 mois, j'ai quasiment bouclé un recueil de nouvelles que je suis en train de finir ici à Miami durant cet été. J'espère l'année prochaine. Ouais. En attendant, il y a les fantômes du 3e étage à découvrir. Une belle histoire qui se passe à Miami qui nous attendent. C'est un peu effrayant comme ça. Et qui parle d'amitié. Oui, le thème principal, c'est l'amitié. On vous retrouve également, Bernard, ce mercredi. À Miami, au Butterfly Ball, qui est un restaurant français à Downtown. Oui, je vais rencontrer d'autres artistes. Avec French Art Associate, une conférence débat.
Vous êtes avec grand ce plaisir moment-là, de rencontrer à la fois des francophones ici à Miami, de leur parler du livre, leur parler de ma passion pour J'ai Miami. perdu le nom, non, c'est le Happy Hearty Wednesday. Oui, c'est ça. Donc au Butterfly Ball à 18h30. partir de 6h30, c'est Ouais. ça le soir. Merci beaucoup Bernard d'être venu nous voir Mais avec plaisir, sur merci notre Grégory. plateau. Et puis, C'est toujours un plaisir d'avoir ce magnifique. Moi, j'adore. Quoi. repasser l'année Je ne prochaine. m'en lasse pas. Avec plaisir. les Oui. publications de vos nouvelles, sûrement. Avec plaisir. Merci à vous. Ça marche. Bonne continuation, à bientôt. Et bougez pas, nous on se retrouve juste après ça. Le mouvement des Caisses des Jardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride, et ce, dès 1992. Vous pouvez compter sur nos 4 succursales et vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto. Desjardins Bank offre un service bancaire mobile et le dépôt de chèques via téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets en Floride. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. En Floride, le luxueux yacht Lady G vous accompagne dans tous vos événements privés et corporate d'une capacité de 80 personnes à quai, une gastronomie préparée par un chef privé avec une formule dînatoire, d'excellents produits frais, du champagne et des vins français. À bord, salon détente autour d'un fauteuil massant et de ses parfums aromatiques et diverses animations comme du sabrage de champagne dans le jacuzzi à débordement, sans oublier l'ambiance assurée sur la piste de danse. Pour tout renseignement, contactez Tania par mail worldeliteconcierge@gmail.com ou par téléphone 305 587 8695. Merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous rappelle le livre de Bernard Thomasson, Les fantômes du 3e étage, qui est sorti aux éditions Le Seuil pour vous le procurer. Et puis Bernard Thomasson que vous pouvez retrouver ce mercredi pour un Happy Hearty Wednesday au Butterfly Ball, un événement organisé par French Arts Associates à partir de 6h30 donc du soir au Butterfly Ball de Miami. Une émission également à retrouver en podcast sur notre page Facebook Floride.tv, et si vous souhaitez réagir par rapport à ce que vous venez de voir, n'hésitez pas à nous contacter sur floride.tv@gmail.com. D'ici là, on se retrouve demain pour une nouvelle émission dès 9h. Très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour.